Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette dernière séance publique sur notre planification stratégique, développement des communautés. Alors, je suis très heureux d'avoir la participation ce soir. Avant de commencer, tu peux faire le tour de table et d'échanger. Je vais vous présenter une vidéo de président du conseil d'administration qui ne peut pas être là. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà vu à des séances, mais on commence toujours avec un petit mot de bienvenue de notre présidente, Mme Brandon, du conseil d'administration. Alors, bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui de m'adresser à vous à titre de présidente du conseil d'administration du C3S Lucille Tisdale. Vous êtes appelés à participer activement à la démarche de planification stratégique, démarche qui nous permettra d'identifier les grandes orientations, et ce, pour les 5 prochaines années. Cet exercice de planification stratégique est très important et il ne peut pas se faire sans vous. Merci à vous, chers partenaires et représentants de la population, de votre précieuse et habituelle collaboration. donc, cette activité portant sur le développement des communautés, avant, proprement dit, de parler, peut-être de faire un tour de table brief pour, je sais qu'il y a plusieurs qui se connaissent, mais en même temps, j'apprécierais peut-être qu'on puisse, tu peux se présenter et dire qui on te présente, commencer. Oui, bonjour, Marie-Lynne Doucet, conseillère cadre en communication pour le C3S Lucille Tisdale. Bonjour, Myriam Palarès, adjointe au service communautaire C3S Lucille Tisdale. Bonjour. Hélène Dagenet, directrice du Carrefour communautaire au Mont-Montreuil. Louise Bourque, agence de développement, c'est l'exposition Petit-Petit. Mireille Giroux, la table de concertation RC-Ouest 405. Michel Roy, conseil pour le développement local communautaire d'Auchtagan-la-Forêt. Jacinthe Ouellet pour le chiffre Restopop. Corinne Gagné pour la coopérative de solidarité Saint-Hubert. Nathalie Béline pour le réseau unitaire et le comité aîné de Auchtagan-la-Forêt. Pilon, c'est directrice de la maison des aînés de Hochelaga-Marie. Marie Bourreau, organisatrice communautaire de sélection. Martine Boucher, premier conseiller. Daniel Bouchard, comité des usagers du C3S Lucille Tisdale. Nicole Liberté, comité des usagers du C3S. Fabienne Mathieu, Donald Debout, centre de famille. Martine Poitras, du comité logement Chauron. Véronique Aislas, projet de Saint-Pierre chez la Maisonnette. Alain Giraud, de l'Ouverture, le foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal. Jean-Pierre Assiette de la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal. Bonsoir. Maxime Bergeron-Larancel, chef de programme en organisation communautaire. Magali Védy de la CDC de Rosemont anime la sécurité et la coalition en sécurité alimentaire dans Rosemont. Denis Leclerc, directeur de la CDC de Rosemont. Pierre Laurence, du comité du UCG. Isabelle Perrault, de l'organisme Rive Providence Ménage de la Maisonnette. Je vais rester aussi parce que les gens qui sont intéressés en arrière et on va être important, on va commencer peut-être par l'arrière. Jean-François. Oui, c'est ça. Jean-François Guy, organisateur communautaire au CSC de Hochelaga-Maisonneuve et au CSC de Rosemont. Pierre Franchier, l'organisatrice communautaire. Nicole René, organisatrice communautaire CSC de Hochelaga-Maisonneuve. Benoît Carrière, organisateur communautaire CSC Olivier. José Lafrenière, organisatrice communautaire CSC de Hochelaga-Maisonneuve. Hugo Lévesque, organisateur communautaire CSC de Hochelaga-Maisonneuve.
Serge Tulle, organisateur communautaire CDOS. Notamment directrice des services de première ligne de santé publique du CDOS. Bonsoir, Daniel Groupe, directeur de ressources humaines du CSS. Bonsoir, Lila Lachon, directrice des soins et de la qualité du CSS. Bonsoir, Martin Saint-Georges, organisateur communautaire au CSS. Là, je suis à la maison. Louise Blais, coordonnatrice des services ici. Yann Champard, directrice de système du CSS. Et Cornelia Stivou, adjointe au directeur des services professionnels pour le CSS. Marcel Vincent, directeur communautaire au CSS Rosemont. Bonjour tout le monde. Je suis Alain Corbeil, directeur général du C3S de Sylvie-Philippe. Je crois que je l'avais pas dit au départ. Donc, avant d'aborder et d'échanger, on va vous présenter quelques données, quelques réflexions sur notre démarche. Ce moment-ci, de notre démarche au niveau de notre planification stratégique, bien, on souhaite aborder le développement des communautés. C'est le thème ce soir. Jusqu'à maintenant, on a abordé plusieurs thèmes qui nous mènent à cette conclusion des rencontres plus publiques avec le développement des communautés. Il va nous rester une rencontre à l'interne, c'est le développement volet ressources humaines et employeur de choix comme grand thème de travail qui va se faire vendredi. On a abordé notre planification stratégique de façon assez importante. Comme vous avez pu voir, la démarche qu'on a faite, ça va être un peu plus clair parce que c'était la base. Ça, j'ai changé. Ouais. Le mandat a été confié, m'a été confié au mois de janvier de faire une planification stratégique pour le C3S. On a eu, d'un point de vue légal, à déposer, on aurait dû déposer avec notre agence de gestion au mois d'avril notre planification stratégique. On a choisi de plutôt déposer des orientations stratégiques parce que planification stratégique, on considère que ça se fait à l'interne avec nos ressources et ça se fait avec nos partenaires. Donc, on a préféré déposer des orientations et dire qu'on partait en consultation de façon plus importante autour de la planification stratégique. Donc, on souhaite, à travers cette démarche, de présenter notre positionnement, de pouvoir réussir à dégager, à travers cette démarche, nos grandes priorités, nos grands enjeux pour les 5 prochaines années. Et c'est ce qu'on a fait à travers une étape importante. À l'intérieur, on s'est dit, qu'est-ce que ça prend une planification stratégique? Ça prend 3 éléments importants. La mission, la vision, les valeurs. Pour ce qui est de la mission, la loi définit la mission de C3S, c'est maintenir et améliorer l'état de santé et de bien-être de la population, et coordonner le réseau local de services qui se trouve à être avec l'ensemble des partenaires. Ça, c'est plus la partie mission. Pour ce qui est des parties valeurs, bien, nous, on a fait une démarche à l'intérieur qui nous a amené à réfléchir sur les valeurs. Moi, je suis rentré en fonction en fin novembre l'an dernier, puis c'est toujours le défi de communiquer dans des organisations qui comptent 11 sites. Donc, j'ai essayé de mettre en place des éléments qui facilitent la communication. J'ai instauré à l'interne un blog. Puis sur le blog, j'ai envoyé une question de dire, ce serait quoi les valeurs qu'on devrait porter? Qu'est-ce qu'on devrait porter de façon individuelle et collectivement comme valeur? Bien, les gens ont répondu. Puis il y a eu plus de 200 réponses autour de 200 valeurs de différentes personnes. Il y avait des termes qui étaient des énoncés, des éléments qu'on pouvait retrouver qui n'étaient pas nécessairement des valeurs. Bref, on a fait un focus group à partir des gens qui avaient répondu et on a essayé de classer ces valeurs-là puis de dégager des valeurs qui se trouvaient à l'intérieur. Ce qui vous a permis d'avoir ces 7 valeurs que vous avez à l'écran. Respect, humanité, équité, professionnalisme, la partie cohérence, transparence, initiative et créativité et reconnaissance. Ce sont les 7 valeurs qui ont été identifiées comme étant qu'on devrait porter individuellement et collectivement. Ce
Ce qu'on a fait avec ces valeurs, on les a présentées dans le cadre du lac Alico au conseil d'administration. C'est ces valeurs qu'on souhaite avoir au niveau organisationnel aussi. Ce qui a été présenté. Après, ça a été présenté aussi à l'ensemble des cadres pour regarder, parce qu'il y a des valeurs, mais si vous allez aussi, vous allez voir aussi qu'il y a des énoncés de valeurs. Ce n'est pas juste des termes, il y a des énoncés. Ils ont été bonifiés avec le travail des cadres, l'ensemble du comité, et ça s'est dégagé ces valeurs-là. En plus, j'ai envoyé une lettre à l'ensemble du personnel du C3S comportant les 7 valeurs, les énoncés, puis leur demandait, vous connaissez-vous là-dedans? C'est-tu des valeurs que vous portez? Avez-vous des exemples? 95% des gens qui ont répondu disent se reconnaître dans ces valeurs, à travers ces valeurs. Il y en a pour eux qui sont plus porteuses que d'autres, qui ont donné des exemples. Il y a des gens à travers le questionnaire qui ont dit, par contre, quand on regarde une valeur comme la cohérence, bien on s'inquiète avec tout ce qui se déroule des transformations dans notre C3S, dans une partie en disant, je vais le traduire comme ça, les bottines vont suivre les babines à travers ça. Mais les gens étaient fiers de pouvoir répondre, de pouvoir se donner des exemples, puis de pouvoir avoir un sentiment de compléter cette démarche-là. Ce que ça nous donnait, c'est nos valeurs. Donc, on a notre vision, on a nos valeurs, il reste à élaborer notre vision pour les 5 prochaines années. C'est ce qu'on fait dans cette étape de consultation. On a abordé en disant comment on fait pour notre démarche. Donc, on a réfléchi à travers les valeurs et toute notre démarche et de dire comment on va aborder à l'automne cette démarche. Donc, on a décidé d'aborder une consultation sur 10 thèmes. Il y en a 7 thèmes qui tournent autour des programmes qu'on a au niveau ministériel. Je pense à dépendance, je pense à santé mentale, je pense à déficience intellectuelle, troubles en vieillissant du développement, santé physique. On a abordé aussi toute la partie jeune, jeunesse. On a abordé le PPA élevé, qui est un grand moment aussi de rencontre. On a abordé aussi l'aspect clientèle vulnérable parce qu'on disait on a des particularités sur notre territoire, particulièrement itinérance et prostitution. On a abordé de ce niveau-là. On a abordé aussi la partie gestion des maladies chroniques aussi. C'est des thèmes qu'on a décidé et ce soir on complète par la partie développement des communautés. Cette démarche va nous amener à dégager avec vous, à l'intérieur, aussi parce que ce que je dois dire, chaque consultation publique est précédée à l'interne d'une démarche avec le personnel, avec les gestionnaires qui gravitent dans l'univers du thème abordé pour amener les gens à réfléchir. C'est quoi les priorités? C'est quoi les grands enjeux? C'est quoi les grandes préoccupations? Avant de faire la séance publique. Donc, il y a toujours eu une étape à l'interne à ce niveau-là qui a été fait. Puis après, c'est pour ça que vous voyez ici présent beaucoup de personnes qui ont, dans le développement des communautés qui ont été présents aussi, des organisations communautaires à l'ensemble des thèmes qu'on a abordés, et d'autres personnes qui gravitent dans l'univers du développement des communautés et des pratiques, pour interagir. Les préoccupations qu'on va mettre en évidence ce soir sont partagées, puis comment on va dégager les priorités et les enjeux là-dedans. Donc, c'est l'étape qu'on est ce soir. On a voulu aussi faire ça, dire comment on peut faire ça pour que ce soit transparent, qu'on puisse emmener des gens. Parce qu'il y a différentes façons d'essayer de dire, on peut-tu être un peu créatif pour dire, on peut-tu trouver une façon de rejoindre la population ici, même si c'est différent. On a décidé de présenter toutes les séances publiques en direct, présentement en direct sur le web, sur le site que là, il y a des gens qui pourraient écouter, qui peuvent écouter actuellement la consultation de ce soir en direct. De plus, il sera déposé à partir de la fin de journée de demain, lorsque le montage sera fait, c'est surtout lorsqu'il sera mis compressé comme fichier, il va être mis sur le fichier en termes d'archives. Donc, vous pouvez voir toutes les consultations publiques qui sont archivées aussi sur le site. Vous avez les différents documents qui sont utilisés pour la planification stratégique qui sont là. Vous avez aussi toute la démarche aussi de d'autres
organismes avec nous qui ont leur planification stratégique, celle du ministère. Bref, on a voulu mettre plein de documents présents pour animer cette planification stratégique. Donc, c'est un peu les moyens qu'on a pris pour essayer de rendre ça vivant, d'essayer de s'ouvrir à l'extérieur, avec toutes les limites la réalité à travers ça, mais en même temps, ça permet d'être un peu plus transparent sur nous. Avant d'aborder le développement des communautés proprement dit, il faut connaître notre territoire. Il y en a parmi nous, c'est bon, pour faire la présentation. Mais parce que c'est la même, parce que notre territoire, on veut le connaître pour bien planifier, il faut un peu se la remettre. C'est quoi notre milieu? Notre population du territoire, on s'excuse peut-être si on pourrait fermer juste un petit peu les lumières. Juste pour l'écran. Oui, c'est le territoire de C3S sur Sainte-Lisée. Parce que, ça on vous en parlait. Le C3S sur Sainte-Lisée compte 3 territoires de CLSC. Les 3 territoires de CLSC sont Rosemont, Olivier-Guimond et Hochelaga-Maisonneuve. Notre population est à peu près de 178 000 habitants. On a 2 principales missions que notre C3S a. La mission service de première ligne, la mission CLSC, et la mission CHSLD, qui est l'autre mission au niveau de l'hébergement. Mais on dit qu'on a 3 missions parce qu'on a aussi des services qui sont considérés comme de l'hospitalisation, soit l'hôpital de jour et l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive, l'URFI qu'on appelle dans notre jargon, qui donne, c'est pour ça qu'on dit qu'on a 3 missions, mais on n'a pas d'hôpital comme tel qui compose notre C3S. Il y a des C3S qui ont des hôpitaux à l'intérieur de leur instance. Nous, on n'en a pas. Mais en réalité, on a de grands partenaires sur le territoire. On a l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est quand même important en termes de transactions, d'actions, de posées. On a l'hôpital Santa Cabrini aussi, avec qui, et on a le CHUM, particulièrement Notre-Dame, où notre population va recevoir des services aussi. On dit qu'on a 1156 lits, à vrai dire, on a 1195 lits d'hébergement, mais la différence, c'est parce que c'est des lits régionaux pour des programmes qui sont pour l'ensemble de la région métropolitaine. C'est pour ça, mais on a 1195 lits d'hébergement. Un budget de 170 millions. Ça, c'est notre C3S comme tel, de façon un peu plus spécifique. Quand on creuse, c'est important aussi de voir les clientèles, puis voir la répartition. 48% de la population du C3S habite le territoire de Rosemont. 24% habitent le territoire de Mercier-Ouest, soit le territoire de Olivier-Guimond. Et 28% du territoire de Hochelaga-Maisonneuve, qui fait 100% de notre clientèle. Les clientèles, les 0-17 ans, on en a tout près de 26 700 personnes qui ont 0 à 17 ans qui habitent sur le territoire. Les 18-44 ans, on en a 75 500 tout près. Les 45-64, 48 173 personnes. Les 65 à 74 ans, on en a tout près de 13 500. Et les 75 ans et plus, 14 329 personnes. Donc, voici la population du réseau, comment elle se distribue comme telle. Donc, il faut forer un petit peu plus en profondeur à ce niveau-là pour voir la répartition, comment au niveau des territoires, parce que c'est important quand on est un C3S qui a 3 territoires, il faut avoir un peu plus de compréhension par territoire autour de ces clientèles-là. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau de la région de Montréal, le réseau local compte une moyenne de la région de Montréal de 18,3% de 0-17 ans. Nous, quand on regarde ça, on est un petit peu moins que la moyenne montréalaise. Donc, notre clientèle est moins jeune, nos gens du territoire. Par contre, quand on regarde la répartition, c'est le territoire de Rosemont, où on compte le plus de jeunes du territoire, entre 0 et 17 ans. Les 18 à 44 ans, comme vous pouvez voir, là, on a une clientèle de cet âge un peu plus présente sur le territoire d'Hochelaga-Maisonneuve, qui est
par rapport aux 65 ans, 74 ans et 75 ans et plus, on voit que la population est plus âgée sur le territoire de Mercier-Ouest, en pourcentage par rapport au nombre d'habitants, et sur le territoire de Rosemont. Plus jeune, il y a moins de personnes de 65 ans et plus sur le territoire de Hochelaga-Maisonneuve. Ce qui nous emmène à avoir une lecture différente aussi par rapport aux trois territoires, de bien comprendre. Si on regarde, on a certaines différences par rapport à la moyenne montréalaise, où on est un petit peu plus âgé sur le territoire que la moyenne montréalaise, qui est une particularité. À cette diapositive-là, c'est juste simplement pour dire si tout le monde était égal à Montréal, en termes de besoins, là, si tout le monde était égal, nous, à cause des facteurs de défavorisation, on a besoin de 3% de plus de ressources pour répondre aux besoins à cause du facteur de défavorisation sur le territoire. Puis tout dépendant des clientèles, tout dépendant des besoins, ça prend un impact majeur autour de ça. Donc, c'est ça que ça veut dire en termes des facteurs des indices de défavorisation par rapport. Chose importante à dire, un C3S, ce n'est pas responsable uniquement des gens qui reçoivent des services au C3S. C'est responsable de l'ensemble de la population, des 178 000 habitants. On a une responsabilité populationnelle qui est dévolue au C3S. Cette responsabilité populationnelle-là peut se décliner de différentes façons. Une des façons de décliner, c'est à travers la perspective aussi du développement des communautés, entre autres, et aussi du lien avec les différents partenaires communautaires intersectoriels du milieu. Donc, à ce moment-ci, je passe la parole à Maxime qui va aborder un petit peu plus les éléments en termes de principe d'intervention et pour définir un peu plus le développement des communautés. Donc, par rapport au développement des communautés, contrairement aux autres consultations dans le public, de ceux qui avaient assisté, il n'y a pas tellement de statistiques, on a plus essayé d'imaginer au niveau des concepts, en fait, des choses qu'on peut porter à l'interne, et de certains concepts qu'on connaît, ou tant à l'interne qu'à l'externe. Il n'y a pas des choses à la limite que vous n'apprendrez pas tant que ça. On trouvait important de les redire pour bien positionner la vision qu'on a de développement des communautés. En fait, donc, partir de la définition des principes d'intervention, définition du ministère de Santé et Services sociaux, donc un processus de coopération volontaire, d'entraide et de construction des liens sociaux entre les résidents et les institutions de milieu local. Ce processus vise l'amélioration des conditions de vie sur les plans social, culturel, économique et environnemental. On a rajouté à ça des principes d'intervention qui sont chers à l'organisation. Donc, en fait, l'ensemble de nos interventions devrait viser à augmenter la participation citoyenne, favoriser l'empowerment, avoir des actions intersectorielles, bien entendu, réduire les inégalités, donc on parle de la pauvreté, et harmonisation et promotion des politiques publiques favorables à la santé, puisque c'est quand même notre mission. Vous savez, il y a un cadre de référence en matière d'organisation communautaire, on peut le trouver sur le blog du C3S, et on voulait placer, là j'apprendrai sûrement rien à toute la gang qui est assistée dans le fond là-bas, peut-être un petit peu à vous par exemple. Donc, pour l'organisation communautaire, on voulait placer un peu c'est quoi ça. Donc, on accompagne des processus de concertation sectorielle ou intersectorielle, réalisés entre autres, et pas exclusivement, au sein des tables de quartier, qui permettent d'identifier des objectifs de développement social et de coordonner l'action des divers partenaires locaux en vue d'atteindre ces objectifs. L'équipe d'OC est composée de 13 personnes, donc pour l'instant sur les 3 territoires. Et il y a une personne qui s'ajoute à l'équipe d'organisation communautaire qui est responsable de l'observatoire populationnel, donc qui va nous aider à documenter les interventions sur le territoire. Ou documenter aussi, selon les besoins, entre autres des tables. Si on a besoin de statistiques, de données sur la population, sur la mouvance, sur les besoins, c'est l'observatoire populationnel qui fait ça. Donc, qui se joint à l'équipe. Les types d'intervention, 2 types majeurs, donc la mobilisation des communautés et le soutien aux organismes du milieu directement. Donc, soit un travail en collectif, soit un travail auprès des organismes que vous êtes, donc soit les tables de quartier ou directement auprès des organismes dans des épisodes, des fois pour les organismes de crise ou de crisettes, des fois des épisodes de développement, de création, de consolidation aussi. Mais naturellement, on tourne autour de la mobilisation des acteurs de la communauté, donc
Vraiment, c'est des projets collectifs et des activités d'organisation communautaire fortes. Un concept qu'on entre dans le cadre de la planification stratégique, donc des citoyens partenaires. En fait, la responsabilité populationnelle nous amène à se dire comment on fait pour intégrer les citoyens, donc les 178 073 personnes, dans la planification du C3S. Ce qu'on s'est dit, c'est un peu à l'image de ce soir. Donc, ce qu'on a à faire, c'est informer, consulter et faire participer les citoyens à la formulation des orientations et des actions du C3S. Donc, c'est un grand défi qu'on se lance de s'assurer qu'il y a des citoyens partenaires et que, parce que notre mission ne nous appelle pas à travailler juste, comme le dit M. Corbeil, avec des personnes qui sont malades ou qui ont des problématiques sociales X. On travaille avec l'ensemble des gens, ce que vous faites aussi. Comme on travaille avec vous autres, on s'est dit, il y a peut-être un lien là qu'on voulait replacer. Donc, des citoyens partenaires. Une carte, peut-être que vous connaissez, ce qu'on peut trouver sur le site, les indices de défavorisation matérielle. En fait, ce qui part, on peut extrapoler, puis on peut avoir des informations sur cette carte-là de différentes façons. Règle générale, donc, chacun des petites unités de couleur représente à peu près des territoires où il y a à peu près 620 personnes en moyenne. Donc, c'est une méthode qui nous permet de quantifier. Ça correspond aussi beaucoup au code postal, règle générale. Plus on est dans le rouge, donc plus il y a des indices de défavorisation matérielle et sociale élevés. Plus on est dans le vert, moins les indices de défavorisation sociale et matérielle sont élevés. Et vous avez dans la légende des éléments mitoyens. On tenait à le remettre parce que si on veut intervenir sur l'inclusion sociale, travailler en l'état de pauvreté, peut-être que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête comme portrait de territoire, au-delà du traitement, au-delà des besoins. Il y a peut-être des choses là, qui nous permettent d'avoir une analyse un peu plus fine. Là, je ne vous apprendrai pas grand-chose, c'est sûr, mais en même temps, ça met la table pour la discussion de tantôt. Toutes les informations ne seront pas là sur ce que vous faites, notamment les tables de quartier. Ça aurait pris beaucoup d'acétate. En fait, on aurait passé au moins 2 jours en acétate sur l'ensemble des actions que vous faites. Donc, en synthèse, 3 tables de quartier sur le territoire du C3S, comme on le disait tantôt, une dans chacun des territoires de CLSC. On compte plus de 160 organismes communautaires et d'insertion sociale qui sont membres d'une des 3 tables de quartier. Le chiffre n'est pas tout à fait exact. Ce qu'on a essayé de faire, c'est regarder le membership et de compiler. Parce que les seules données exactes qu'on donne sur l'Observatoire, c'est les organismes qui sont financés à l'agence via le programme SOL, soutien aux organismes communautaires. Mais ça ne comprend pas les groupes familles, ni les groupes en logement, ni les groupes en insertion, etc. Il y a 62 organismes communautaires financés dans le programme SOL pour à peu près 160 organismes sur l'ensemble du territoire. Cette concertation-là, donc, dans Rosemont, plus de 70 associations et organismes communautaires, groupes culturels et d'économie sociale dans le quartier. Une cinquantaine de ces organismes et regroupements sont membres de la CDC de Rosemont. Je ne vais pas payer parenthèse, mais c'est la CDC de Rosemont. Une faute de frappe de ma part. Hochelaga Maisonneuve, qui est en restructuration depuis novembre 2011. En fait, le CDLC Hochelaga Maisonneuve a modifié ses règlements généraux afin de permettre l'intégration des concertations sectorielles, qui étaient de temps en temps même incorporées dans certains cas, mais aussi d'augmenter le membership citoyen qui peut commencer à s'impliquer sur cette table de concertation multisectorielle. Donc, une autre façon de faire et de travailler avec les citoyens. Dans Mercier-Ouest, quartier en santé qui favorise la concertation entre les citoyens et les organismes publics, communautaires et privés. Il y a 5 regroupements sectoriels qui font partie de cette concertation qui représentent près de 40 organismes et citoyens aussi. Il y a eu dans les 3 territoires, ce qui est quand même bien fun, 3 forums sociaux. Donc, un forum social dans Rosemont en 2012 qui sont arrivés avec 7 priorités et 2 priorités globales. Les 7 priorités qui ont été retenues, naturellement, le logement, la sécurité alimentaire, le transport et la circulation, l'environnement, la culture, la démocratie et la participation citoyenne, ainsi que la santé et les services sociaux. En fait, c'est l'accès à la santé et aux services sociaux. 2 priorités globales, je disais, donc des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur de Rosemont, et la diversité, l'inclusion et la mixité sociale sur le territoire. Dans Hochelaga Maisonneuve, Forum social en 2010, 3 priorités qui ont été retenues: stimuler la citoyenneté collective, revitaliser le sud-ouest du quartier et restructurer la concertation intersectorielle et multi-réseau. Il s'ajoute à ça quelque chose qui est des opérations populaires d'aménagement, donc les OPA. 4 OPA, c'est ça? 4 OPA, opérations populaires d'aménagement, dans différents coins de ce secteur-là, où on essaie d'impliquer les citoyens pour identifier comment améliorer le quartier, puis déjà mettre les gens en action. Si je dis une niaiserie, vous me répondrez, M.
que j'ai compris du moins. Les forums sociaux, donc forum social de Mercier-Ouest en novembre 2011. Les priorités, améliorer le réseau des pistes cyclables du quartier, améliorer les parcs, soit l'animation, la propreté, la sécurité et les installations selon les besoins des usagers. On peut parler d'accessibilité. Favoriser l'accès au logement social, bien entendu. Préserver les espaces communautaires et lieux d'appartenance comme le CRC Saint-Donat, le centre communautaire de Saint-Donat. Développer un lieu pour les jeunes, tel qu'Internet et de diffusion culturelle, via une entreprise d'économie sociale. Favoriser des occasions de rapprochement entre les résidents de façon interculturelle et intergénérationnelle. Ça, c'était pour les terres des quartiers. La sécurité alimentaire, donc, sur les 3 territoires, on ne voulait pas ressortir pour chaque table l'ensemble des actions qui se font. Il s'en fait vraiment pas mal, vous le savez de toute façon. Et comme on voulait juste mettre la table pour la discussion, on voulait prendre des données montréalaises. Donc, le pourcentage d'enfants qui ont eu recours aux banques alimentaires dans la dernière année à Montréal représente 40,9 du nombre total d'usagers, contre 37 en 2011. Donc, ça a augmenté encore. Plus de 142 000 personnes font appel au service d'aide alimentaire annuellement, ce qui est pas mal. Pas Montréal, Non, là, c'est pour Montréal au complet, c'est bien ça. Oui, parce que juste pour le territoire, ça c'était un peu épais. À 178 000 de population, je pense qu'on serait en train de faire des voies d'avance. Entre autres. 10,8 des ménages qui tirent le principal revenu d'un emploi constituent à Montréal le 2e plus haut pourcentage d'utilisateurs des banques alimentaires. 61,5 des utilisateurs des banques alimentaires sont des prestataires de l'aide sociale. Et le prix des denrées a augmenté de 30 dans les 10 dernières années, alors que les salaires ont augmenté en moyenne de 10 ce qui est assez parlant aussi au niveau de la sécurité alimentaire. Au niveau du logement, juste préciser que le C3S UCTisdale a adopté en 2010 une politique sur le logement social. Et là, on a sorti, et qui devrait être transversal, donc qui devrait porter notamment les actions des groupes, des organisateurs communautaires, un peu teinter nos interventions en matière de logement social avec l'ensemble des partenaires, que ce soit la Ville de Montréal ou la SHQ, etc. D'autres données, je les passe rapidement. Donc, 36 des enfants sur l'île de Montréal vivant dans une habitation présentant un ou plusieurs des indices d'humidité excessive ou de moisissure. 4,5 vivraient dans un bâtiment où ils présentent des blattes, coquerelles, cafards, cancrelats. 6,1 vivraient dans un bâtiment où il y a présence de rongeurs. Et 2,7 des ménages montréalais auraient eu des punaises de lit en 2002. Pardon? C'est encore pire. Il reste encore pire, 3 ans plus tard, effectivement. 270 000 ménages de Qatar dans la région métropolitaine consacreraient plus de 30 de leur revenu brut au logement, et la moitié de ces ménages consacreraient plus de 50 Alors qu'on parle, on avait quand même une visite de 25 d'une époque. Là, c'est pas mal à 50 L'offre de logement en copropriété, vous le savez, le condominium, etc., sur l'ensemble du territoire, tant dans HM, tant dans Yvon que dans Rosemont, suscite des défis majeurs, parce qu'il y en a de plus en plus, des défis majeurs au niveau de la mixité, en matière de mixité sociale et de mouvement de la population, particulièrement dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, où il y a une construction de logements, de condos. Les gens déménagent, ne s'en vont pas nécessairement vers Auger, s'en vont peut-être dans Saint-Michel, vers le nord, ou sauf s'en vont un peu plus dans l'est, dans ce coin-là. Donc, ça fait qu'on a un petit défi au niveau de la mixité sociale. Enfin, l'environnement et l'aménagement urbain. Toujours en 2010, le C3S a adopté une politique de développement durable, un comité même de développement durable qui doit être actif, qui est en pause pour l'instant, mais qui va être actif encore une fois, tant à l'interne qu'à l'externe. L'idée étant d'intégrer le développement durable à la mission du C3S, poursuivre le développement et la promotion d'une culture de la prévention pour agir en amont et établir des conditions favorables à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Contribuer naturellement au plan d'action local de la direction de la santé publique et par des orientations portant sur le développement d'un environnement urbain favorable à la santé, ce qui est l'axe 5, je crois. Promouvoir une action collective dans son territoire en favorisant la convergence des efforts pour améliorer la santé bien. D'autres éléments, mais qui nous apparaissaient importants de souligner, en lien possiblement avec la sécurité alimentaire, ou dont l'aménagement du territoire, 22 ruelles vertes dans Rosemont, les comités citoyens de ruelles sont en action. Donc, ils transforment leurs ruelles pour diminuer les îlots de chaleur, mais développer le sentiment de proximité et le sentiment d'appartenance à un quartier aussi aux nouvelles. 8 jardins communautaires, il y a 730 jardinets et 4 jardins collectifs. Une centaine de personnes qui fréquentent chaque année ces jardins-là. Dans Hochelaga, 2 jardins communautaires pour 278 jardinets, 32 bacs de jardinage pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on met ça sur des bacs pour éviter qu'on ait à se pencher. C'est une bonne idée. Mercier-Ouest, 7 jardins collectifs,
collectifs, excusez-moi, et 6 verdissements d'urbanisme. Donc, ça fait un peu le tour pour certaines des données, certaines informations qu'on voulait passer là, mettre la table. L'idée étant, là, je vais passer l'animation à Daniel. Ah non, David Thibault, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai pas faire ça. Je peux bien faire ça. Daniel, M. Corbeil, excusez-moi de la familiarité en public, s'il vous plaît, M. Corbeil. Les hommages. Donc, M. Corbeil l'avait dit, on a eu des consultations à l'interne dans l'ensemble des thématiques. Ce qu'on s'est dit à l'interne, c'est est-ce qu'il y a des préoccupations concernant, on n'a pas juste regardé ces données-là, mais est-ce qu'il y a des préoccupations particulières, des enjeux ou des défis particuliers qui se posent à nous en termes de développement des collectivités? Donc, il y en a des préoccupations, il y en a 6 qui sont sorties. Donc, maintenir et consolider des liens avec la communauté, et là, la communauté dans son sens large, les citoyens, les organismes, les institutions, les commerces, l'industrie, les professionnels du C3S, donc toute la communauté dans son sens plus large. Revoir les liens de communication d'interdisciplinarité entre les programmes, parce que les intervenants à l'intérieur du C3S doivent se parler, ne serait-ce qu'on travaille avec des 017 en programme site, en programme MS, avec des clientèles défavorisées, etc. Bien, il y a peut-être un travail interdisciplinaire à travailler et revoir ça. Et comment, une grande préoccupation, comment répondre aux besoins des citoyens ou des groupes de citoyens les plus vulnérables. Et je fais référence à ce qu'on disait tantôt, les impliquer dans le développement des communautés. Autre préoccupation, se rassembler autour d'une vision commune du développement des communautés. Et pour faire ça, parce qu'on n'a pas cette vision-là commune, on va peut-être avoir les ébauches après ce soir, mais pour faire ça, on s'est dit, bien, ça serait peut-être le fun d'adopter et mettre en œuvre une politique à l'interne, mais à l'externe aussi, une politique de développement des communautés. Donc, identifier ce qu'on a le goût de faire comme en termes de développement des communautés et naturellement s'associer aux partenaires dont vous êtes pour mettre en œuvre cette politique. Tant à l'interne, dans l'ensemble des services, que dans nos interventions via l'équipe dossier, mais à l'extérieur avec vous autres. Donc, c'est une piste là, qui est sortie tantôt. Ça va? Donc là, je vais passer l'animation à Daniel. M. Corbeil, j'ai le réflexe, excusez-moi, d'être familier. Sur les enjeux et défis, là, c'est votre tour de parole. En fait, ce qu'on a besoin d'entendre, c'est quels sont les enjeux. Est-ce que le portrait qu'on a dressé vous parle? C'est quoi les enjeux et les défis pour, je vous le rappelle, les 5 prochaines années? Alors, je pense que c'est la parole à Mme Dachelet. Oui, moi, j'ai une question bien particulière par rapport à la position du C3S pour le développement des collectivités. Je sais qu'il y a une loi qui est passée en 2001 qui vous demandait de faire un plan d'action en développement des collectivités et que je ne sais pas comment vous l'avez fait, ou plus ou moins, depuis 2001. Mais là, c'est comme si, j'ai l'impression que vous prenez un leadership que je trouve très officiel. Je me dis quand même, on est communautaire, on travaille tous présentement au développement des communautés. J'ai l'impression que le leadership n'est pas partagé tel qu'il est présenté. C'est que je ne comprends pas où vous vous situez. Alors, parce que je pense à la CDC, je pense à DOPRAP aussi. Je ne sais pas où vous vous placez par rapport à ça. Là, vous nous dites ça, puis maintenant, on va travailler ensemble à mettre en place un plan, le développement des collectivités. Je me dis, il y a plusieurs façons de le faire, là, mais je suis surprise, en fait, parce que je ne vois pas qu'on est tout le monde égal là-dedans, les tables, puis avec vous. OK. Je vais répondre à cette question. On a voulu mettre la table sur, comme c'est la planification stratégique du C3S, à l'intérieur, comment on fait pour que ça soit porté par l'ensemble du personnel à travers tout ça. Donc, un positionnement sur le développement des communautés qui est aussi un positionnement à l'intérieur. C'est pour ça qu'on veut parler d'une politique qui va nous toucher, nous. Mais par contre, nos enjeux, nos défis, c'est pas nous avec nous. C'est un nous qui est un partenaire parmi l'ensemble des partenaires. On gravite sur 3 territoires qui ont des réalités fort différentes, des modèles différents, des ressources différentes. Puis, c'est un peu le souhait qu'on a voulu de dire comment on fait pour, parce qu'on a de l'organisation communautaire à l'intérieur de notre C3S, comment on fait pour faire l'organisation communautaire et faire aussi en sorte qu'on soit présent avec l'action communautaire, parce que moi je fais une distinction entre l'organisation communautaire et l'action communautaire à travers tout ça. On n'est pas, quand on présente cette façon de faire-là, c'est qu'on veut être beaucoup plus dans
l'ouverture, mais on veut qu'il y ait une réflexion à l'intérieur dans ce rôle-là. Pas être juste dans le curatif, pas être juste dans cette perspective de curatif-là, mais de dire on est aussi un citoyen corporatif, on est aussi, la loi nous donne aussi un rôle de coordonner un réseau local de services, d'être un acteur dans cette coordination du réseau local de services. Puis une façon pour nous de coordonner, c'est aussi d'être présent dans le développement des communautés. Si je regarde aussi les interactions avec l'organisation communautaire, c'est aussi cette présence-là au quotidien que ces gens-là font, mais c'est aussi à l'intérieur une nécessité d'officialiser à l'intérieur cette démarche-là pour pouvoir l'emmener plus loin. C'est pas de se régenter, au contraire, c'est beaucoup plus nous à l'intérieur, comment on se positionne, puis pourquoi on y va avec vous autres ce soir dans les échanges à ce niveau-là, c'est comment on se situe comme partenaire à l'intérieur de tout ça, puis croyez-vous, c'est un enjeu. Peut-être ce n'est pas un, peut-être vous allez nous dire, concentrez-vous dans votre mission plus de soins puis de services, c'est peut-être là, puis mais moi, je pense qu'il y a une nécessité à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça traduit un petit peu la position de tout le monde, mais c'est là. Puis, je vais vous dire, c'est aussi un défi d'accepter dans un cadre de planification stratégique de C3S de mettre le développement des communautés comme faisant partie d'une planification stratégique importante à l'intérieur. Ça aussi, pour nous, c'est un signe important qu'on souhaite donner à notre milieu aussi. Ça répond à la question. Je sais pas, y a-t-il pour vous, à travers ce qu'on vient de dire, à travers votre expérience, c'est quoi les principaux enjeux dans le développement des communautés? Quelles problématiques vous voyez? Y a-t-il des besoins auxquels le C3S devrait être plus présent à ce niveau-là pour assurer cet apport-là à l'intérieur, au milieu? À gauche. Oui, excusez, madame, si vous voulez vous dire votre nom. Donc, Martine Poitras du comité logement Rosemont. Je vais commencer j'aurais deux choses que je voudrais souligner. Premièrement, moi j'apprécie que vous ayez inclus ce thème-là, donc du développement des communautés. Ça veut dire que le lien avec les citoyens, mais plus particulièrement les organismes communautaires du milieu, dans l'ensemble de ces trois lettres, donc vous voulez bien le mettre sur papier. Et c'est une chose de le mettre sur papier, mais après ça, ça va se passer dans l'action, puis avec du monde, que sont les gens de l'organisation communautaire. Fait que la première chose que moi je veux dire, c'est qu'on souhaite, en tout cas au niveau de Rosemont, qu'on puisse conserver les organisateurs, nos artistes communautaires qui travaillent avec nous, qui puissent continuer à le faire encore pour les 5 prochaines années. En termes de nombre de personnes et de nombre d'heures, on souhaite que ça puisse demeurer tel quel, si possible augmenter évidemment. Je vais vous rassurer là-dessus, pour nous, ce n'est pas l'objectif de diminuer l'organisation communautaire. Au contraire, je pense dans la réflexion qu'on fait, la nécessité que l'organisation communautaire soit aussi en fonction des territoires, c'est très important pour la couleur aussi et les besoins territoriaux. Mais il va y avoir une nécessité aussi d'avoir des fils conducteurs à travers tout ça. Je tiens à le dire au départ, puis il y a un élément important que je veux dire, que je n'ai peut-être pas parlé. On veut aller au-delà des mots. On va parler à travers des enjeux, des priorités. On va dégager à travers tout ça des enjeux et des priorités. Il va falloir aussi se projeter dans le temps à travers tout ça et se développer des indicateurs de résultats et aussi mettre en place un comité de suivi. Un comité de suivi, c'est peut-être pas tout le monde qui va y participer, mais on va s'assurer qu'il y ait une représentativité importante dans le comité de suivi par rapport à notre démarche de planification stratégique. C'est un élément que je n'ai pas touché, mais c'est un élément important. C'est clair que pour nous, puis je vous passe la parole pour nous, si on va vers une vision du développement des communautés, ce lien-là de l'organisation communautaire s'impose. S'impose comme courroie, comme soutien, comme développement, mais s'impose aussi parce qu'on a dit une chose à l'intérieur aussi, de dire que ça impose aussi des modifications puis dans les liens qui ont à faire avec les regroupements qui appellent, qui donnent des services, avec qui vous faites aussi des interactions pour aussi que ça soit porté à l'intérieur.
Donc, il y a aussi une transformation à l'intérieur pour que ça soit pas uniquement l'organisation communautaire qui porte les liens avec les actions qui se posent dans le milieu, mais que ça se traduise aussi à travers les différents programmes, les différents services qu'on donne. Alors, le deuxième point, c'est plus en lien avec la dépense des droits des locataires et, entre autres, les problèmes qui ont été nommés d'insalubrité dans plusieurs des logements concernant le territoire de Rosemont. Et c'est donc quelque chose qui pourrait être travaillé dans les prochaines années, qui existe dans d'autres territoires, de faciliter le lien, qu'il y ait une communication qui soit établie entre le CLSC ou le C3S et l'arrondissement au niveau du service des inspecteurs, pour que lorsqu'il y a des interventions dans des logements, entre autres pour les populations vulnérables, qu'il puisse y avoir communication entre les ressources du personnel du C3S et les services des inspecteurs de l'arrondissement. Le protocole d'intervention, je souhaiterais, disponible évidemment pour travailler là-dessus, mais que ce soit mis en place là, pour les 5 prochaines années. OK. Donc, une priorité que vous nous dites, l'importance de tout être ce lien facilité avec la ville, oui, en assumant notre fonction à l'intérieur de cette coordination-là potentielle qui va améliorer l'action à ce niveau-là. Donc, c'est ça une priorité qu'on devrait que vous proposez. Merci. Moi, je voulais simplement renchérir sur ce que vient de dire Martine. Si vous voulez juste... Oui, Lorraine Gagné, coopérative de solidarité Saint-Clément. Alors, je travaille dans le niveau de l'habitation communautaire, particulièrement auprès des amis. Et pour enchérir ce que dit Martine, moi, ce que j'ai beaucoup observé dans les dernières années, c'est qu'effectivement, on accueillait dans nos habitations des personnes âgées qui vivaient dans des milieux absolument insalubres. La pression économique dont vous parliez tantôt, c'est-à-dire bon, les nouvelles constructions, etc., le manque d'accès au logement, mais effectivement, les personnes les plus vulnérables qui se font pousser dehors de leur logement parce qu'ils sont là depuis 40 ans, ils payent encore 300$ par mois, puis c'est correct pour eux autres, mais les propriétaires les poussent dans les derniers retranchements au niveau de la salubrité. Et moi, je trouve ça extrêmement important ce que vient de dire Martine, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... qu'on ne perde pas cette information-là sur la qualité des logements, le manque de qualité des logements, et qu'on puisse faire ce lien avec des mesures, en fait, qui viendraient de l'arrondissement. Je pense que vous soyez une courroie de transmission, c'est absolument important, que nous aussi, dans nos ressources, on puisse trouver une voie pour justement accompagner les personnes quand on voit des situations comme celle-là, qu'on puisse trouver le chemin pour qu'effectivement on puisse donc, il existe des protocoles, il faut les renouveler, il faut les actualiser, puis il faut les faire connaître, puis il faut assumer cette fonction-là. OK? Oui, moi, c'est France pilote de la Maison des aînés. Moi, suite aux informations que vous avez placées dans vos tableaux, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans Hochelaga Maisonneuve, c'est le quartier où il y a le moins d'aînés. Puis là, je me posais la question, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'hôpitaux dans le quartier immédiat? Ou bien c'est parce qu'on n'a pas assez de résidences aux personnes âgées adaptées? Parce que moi, avant d'être à la maison des aînés, j'étais responsable des soins d'une résidence privée sur le boulevard Point. Je travaillais avec le C3F dans Montréal-Nord. Et j'ai accueilli plusieurs résidents de Hochelaga Maisonneuve qui ont trouvé ce qu'ils avaient besoin à l'autre de la ville. Mais leur vie était ici. Alors, c'est un peu comme si tu demandes à des gens qui ont vécu toute leur vie dans leur quartier de partir. Et moi, quand ils me parlent de la promenade Ontario, tout ça, c'est là que le cœur est comme ça. En tout cas, moi, c'est juste quelque chose que je voulais souligner. Puis, juste pour vous dire un peu sur parce que quelque part, vous financez, c'est la maison des aînés, surtout au niveau du PS aussi. Et non, c'est l'agence. C'est ça. C'est l'habitation. Oui, c'est ça.
Juste pour vous dire sur la qualité de la maison, c'est des aînés qui ont pu se passer c'est la main en le lot. Il y a un mois, j'ai reçu des étudiants en architecture de l'Université Laval, c'est à Québec, comme quoi que la résidence se démarquait au niveau de comment est-ce que nos logements sont faits, qui sont adaptés aux personnages. Ben ça, c'est des architectes, des futures résidences pour le personnage. Intéressant. Madame Gagné, je pense que vous voulez faire un lien. Ben oui, parce que justement, j'ai observé beaucoup les statistiques dans les derniers mois dans le cadre de mon travail. Et pour un petit peu faire écho à ce que vient de dire France, ce qu'on observe quand il y a une plus grande population aînée dans Rosemont et dans Mercier, c'est qu'il y a eu des opportunités de construction pour les résidences privées. Donc, on a une densification. Et il y avait des opportunités de terrain qu'on n'a pas dans Hochelaga-Maisonneuve. Il y a des espaces qui sont libérés. Et historiquement aussi, ça n'intéresse pas beaucoup les privés de descendre en bas de Sherbrooke parce que les logements à 2000$ et plus, ils ne vont pas enlever. Alors, de là l'importance, je pense, des efforts qu'on est en train de faire, puis sans vouloir vendre notre salade, il reste quand même que ce qu'on essaie de faire comme effort en ce moment, de ramener d'autres types d'habitations communautaires, pour être capable de maintenir les gens chez eux avec leur capacité de payer aussi. Parce que ce qu'on voit, ce qui s'est construit dans le monde, encore quelques exemples comme une nouvelle avenue puis un nouveau projet, il y a beaucoup de résidences privées qui sont construites et qui sont très denses en hauteur et en nombre d'unités de logement, ce qui fait que ça fait une différence au niveau du nombre de personnes âgées. Mais je pense qu'il faut aussi, ça veut dire mettre en lumière la réalité d'Hochelaga-Maisonneuve. On disait tantôt, chaque territoire est teinté de ses réalités historiques et tout ça, mais la réalité au niveau des personnes âgées, au niveau du logement est très importante. On trouve presque exclusivement des HLM, une petite habitation communautaire de 32 logements, alors qu'on refuse des personnes constamment, parce que le besoin est là. Donc, il y a d'autant plus parce que le privé n'est pas intéressé de venir dans cette clientèle-là, parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Je trouve que suite à ça, il y a un enjeu important. Je trouve que c'est un enjeu de connaissance. L'observatoire est en place. Vous êtes sur 2 arrondissements qui produisent ici des statistiques, etc. Il y aurait peut-être pu mettre en place un observatoire aussi que les arrondissements pourraient être présents et les tables de quantité de façon à ce qu'on puisse compléter l'information. Parce que là, avec l'eau partielle, on va en chercher un peu partout. Et de spécifier, ça va être quoi le contenu de l'observatoire qui ne se retrouve pas, qui ne sont pas des documents qui sont produits par la DSP en fait. Je trouve qu'à date, il y a beaucoup de documents qui sont de la DSP, très peu au niveau local, et peut-être en se lien avec les 2 arrondissements et d'autres partenaires, on pourrait sortir une information qui serait plus pertinente pour le travail de l'autre. C'est une proposition c'est un enjeu de connaissance essentiel. Pour bien connaître. OK? Mme Gilou? D'abord, je suis très contente d'entendre que vous considériez les territoires comme vraiment distincts, que vous vouliez laisser cette couleur-là. Pour moi, c'est très important. C'est quelque chose que je voulais amener ici ce soir. C'est sûr qu'il y a des échanges aussi, entre autres, entre les organisateurs communautaires. Bon, qu'est-ce qui se passe en sécurité alimentaire chez vous? Dans notre territoire, qu'est-ce qui a été fait? Il y en a même eu directement. Moi, je reconnais des dossiers qui sont venus nous voir de qu'est-ce que vous faites avec votre projet DSP, etc. Donc, ça, c'est nécessaire, mais en même temps, il y a une couleur locale et il y a quelque chose qu'on essaie de développer. Quand on parle de développement des communautés, on travaille justement à faire ressortir les particularités de chacune de ces communautés-là. Ça fait des années qu'on fait ça. Je pense qu'il faut continuer à laisser cette couleur-là entre autres communautés, tout en permettant de s'enrichir de ce qui est fait ailleurs aussi. Moi, j'aurais un autre élément que je trouve important, qui est général, c'est la question de la prévention, en fait. Parce que la pression du curatif, elle est là, elle est constante, on le sait, elle est plus productive à ce niveau-là. Toute la question du mandat de la prévention et l'accès pour les communautés aussi à d'autres types d'interventions, parfois comme des organisations communautaires, à d'autres parties de notre personnel, je pense à nutritionnistes, des fois, des gens qu'on aurait besoin dans certains développements, dans certains services à mettre en place, qui pourraient donner des coups de main aux communautés. Alors moi, c'est une demande que je fais du problème de ne pas perdre ça de vue, de
laisser cet accès-là. C'est un petit peu ça, je vous disais qu'il faut aussi généraliser, pas juste à l'organisation communautaire, mais aussi à l'intérieur de nos services, de nos programmes, parce qu'il y a un rôle à jouer aussi à certains niveaux. Puis on a à s'ajuster à l'intérieur de ça ensemble. J'ajouterais juste un petit commentaire aussi sur les questions de logement. Dans Mercier-Bois, on a depuis de grandes tours d'habitation chic pour aimer. J'en fais ça dans le secteur international de Mercier-Bois. Ça veut dire dans le stade olympique. Mais les gens du quartier aussi cherchent des logements. En fait, ils sont obligés de s'en aller aussi au boulevard Moins. Donc, le besoin s'étend chez nous aussi. Il y a beaucoup d'aînés qui aimeraient bien rester dans le quartier. Puis, ça, on regarde dans Rosemont, il y a beaucoup de projets aussi de développement qui nous amènent au lot de réflexion aussi à travers ça, puis de préoccupation. Puis, ça, c'est un élément. Il y a ici, je pense, Madame. Ah, excusez-moi, je vais essayer d'être le plus possible. Oui, ben, écoutez, si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, Madame. Oui, alors Isabelle Perrault de l'organisme Providence. Nous, on avait participé, comme d'autres organismes communautaires, à la planification clinique. Et puis, on a assisté aux fusions, etc. Maintenant, on assiste à une planification stratégique. Bon, alors, bonne chance, bravo. Et puis, on va y participer avec toute notre bonne volonté. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de nouveaux acteurs à l'intérieur du C3S qui a amené beaucoup d'inconvénients aussi pour les organismes communautaires au niveau de certains versements, au niveau des programmes, etc. Il y a eu un manque, un vide là, un peu à ce niveau-là. Et il y avait des partenaires avec lesquels nous étions habitués d'avoir une communication rapide, efficace pour avoir les informations. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait de la transparence au niveau de l'équipe en place. Auparavant, il y avait des protocoles de référence, il y avait des projets qui étaient mis en route pour des orthophonistes qui venaient dans nos organismes, etc. Là, ça fait comme à peu près 1 an et demi, 2 ans. Bon, on ne sait pas trop c'est qui. On est en restructuration, tout ça. Tout ce que je souhaite, c'est que les personnes qui devaient être nommées soient nommées et qu'on puisse passer un peu plus à l'action, à une collaboration, en tout cas, qui va faire sortir une participation citoyenne et nos clients là, qui sont nos enfants de. Si vous permettez, ce que je traduis comme priorité ou enjeu, comment on assure la pérennité dans nos interventions à travers qui peut être des restructurations, tout ça, que ce soit pas trop humain dépendant et qu'on puisse aussi assurer cette pérennité-là, notre présence pour pas créer ce vide-là, et aussi de s'assurer de faire un lien avec tout ce qui a eu la démarche du projet clinique, à travers ça, d'assurer le lien à travers tout ça. Pour moi, c'est important dans notre. Oui. Okay. C'est sûr, il y avait toute la problématique aussi de l'organisation communautaire. Ça, je suis contente que l'équipe soit maintenue et qu'il n'y ait pas de coupe à ce niveau-là. Et quel autre besoin auquel nous devrions répondre? C'est sûr qu'il y a toujours des besoins immenses, mais on sait qu'il y a certains organismes communautaires qui ont eu des prêts de services des ressources humaines qui ont été prêtés dans des organismes communautaires. Il y a des ententes aussi financières qui ont été faites avec plusieurs années avec des organismes communautaires. Et je voulais savoir, puis je suis pour. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que le C3S, est-ce que la nouvelle direction va maintenir ces ententes-là? Est-ce qu'il va y avoir une ouverture à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des choses on parlait des nutritionnistes, est-ce qu'il y a des prêts de services qui peuvent être envisagés? Ça s'est déjà fait, ça se fait encore. Je voulais savoir un peu c'était quoi le positionnement. OK. Moi, je vais me permettre de ne pas répondre, puis de traduire ce que vous dites là en préoccupation. Donc, vous avez une préoccupation que puisse se maintenir une offre de service du C3S en lien avec les ressources communautaires. Ouais. Il y a des gens qui sont là, qui les modalités restent à regarder, puis je ne peux pas rentrer dans la technicalité ce soir
l'application des modalités, tout ça. Mais par contre, il y a une préoccupation vous nous dites, soyez prudents dans la façon de le voir, parce que ça menace notre équilibre à travers tout ça, à certains endroits. Puis est-ce que vous allez continuer à nous soutenir? Est-ce que vous allez continuer à jouer votre rôle à ce niveau-là? Ça, c'est un élément que vous nous dites en termes de priorité. Vous souhaitez qu'on continue à ce niveau-là. La transparence. La transparence, c'est le bon. OK. Il y avait Madame, puis après Madame Ouellet. Bien Mathilde, la Malbrebou. Alors, moi aussi, j'appuie toute l'importance de maintenir les organisateurs communautaires qui sont effectivement un trait d'union de première importance entre nous, les gouvernants, et l'instance qui est le CRSC. Moi, je pourrais vous parler de ce qu'on rencontre à la Malbrebou dans le secteur sud-ouest, parce qu'on est au cadre. Dans chaque Maisonneuve, effectivement, ça fait bien. Alors oui, il y a l'itinérance qui est de plus en plus visible chez les femmes, parce qu'on a mis la prostitution, tellement qu'on se dit, est-ce que ces femmes-là sont d'abord prostituées ou d'abord se prostituent parce qu'elles sont toxicomanes? Et je ne sais pas s'il y aurait moyen de mettre en place des cliniques itinérantes où il y aurait une équipe multi qui verrait à prendre soins physiques, soit dans remplir les papiers, ou de pair avec peut-être ce qui est déjà sur pied, mais insister sur le fait que c'est une problématique de plus en plus visible, de plus en plus pas évidente à voir. Aussi, dans toute l'information que le CLSC peut donner, aussi adapter le discours aussi pour les personnes, les citoyens qui vont utiliser les services. Des fois, c'est peut-être un peu compliqué, là, mais que le langage soit adapté aussi dans ce que le CLSC peut apporter. Puis, la communication directe, des corridors directs de communication. Je ne sais pas si on a un problème avec une femme en santé mentale, on peut-tu vite être en contact avec quelqu'un au CLSC? Il me semble qu'on avait ça avant, que là, ça s'est atténué avec toute la transformation, là, mais peut-être de remettre plus en avant. Vous savez, je vais faire des liens un petit peu avec les autres communications, parce que c'est des éléments aussi qui ont été énoncés, dit aussi dans d'autres rencontres qu'on a eu particulièrement autour de l'itinérance et la prostitution, ou aussi autour de la dépendance et la santé mentale. Comment on aborde aussi les problématiques de façon concomitante aussi. Ça, c'est une priorité qu'on nous a dit qu'il va falloir travailler de façon différente. Parce que souvent, on dit aller avec des problèmes de santé mentale, après on viendrait pour le toxico, ou vice-versa. Il faut parler de ça de façon différente à ce niveau-là. Ça, c'est pour un élément. L'autre partie, les gens nous ont dit qu'il faut aussi développer des façons d'être un petit peu plus présents, plus rapidement avec nous. Parce qu'on a composé avec les clientèles, parfois avec des gens avec lesquels on a besoin de l'intervention, puis c'est pas sur les attentes, développer peut-être des liens un petit peu plus privilégiés qu'on avait, ou qu'on a perdu, qu'on n'a pas, puis les créer. L'autre partie, c'est aussi de dire comment on fait différemment des choses à travers la vie de chez l'autre. On a quand même une équipe, dans l'équivalent d'une équipe de services de proximité qu'on a en place, mais comment on la bonifie, comment on la consolide, puis comment on la développe, puis comment on le fait faire le lien dans le milieu aussi à travers ça. Ça, c'est des priorités qui ont été ici énoncées, puis des préoccupations qui ont été énoncées aussi. Donc, vous partagez à ce niveau-là ces préoccupations. Merci. Madame Ouellette. Oui, non, c'est des enjeux, là. Il y en a des. C'est une petite folie. Moi, ce que je me dis par rapport au CSSS, il doit répondre à un besoin d'une population de 170 000 personnes, 170 000. Il y a un enjeu qui est grave, c'est tout le manque de besoins de base pour toutes les personnes, soit logement, alimentation, ce que vous voulez. On sait très bien que le monde n'a pas assez pour, je dirais qu'ils survivent, ils ne vivent pas, ils survivent avec ce qu'ils ont. Moi, ce que je voulais vérifier avec vous, c'est, bon, vous êtes un peu plus haut que moi au niveau de la ligne gouvernementale, On rendu ce niveau-là, on a encore. on a tous
Non, mais je me dis, c'est comme organisme communautaire, comme collectivité, comment on peut faire pour répondre à tous ces besoins-là, parce que nous, même, on manque de ressources et de financement et de tout ça, pour répondre aux besoins de la population directe. Puis comment on peut faire pour aider le CSSF à aller, parce que, dans le fond, je ne veux pas être négative, là, parce qu'on sait qu'ils coupent partout. Ils vont couper encore, on le sait. Là, je me dis, ils nous envoient toujours le problème à aider les gens, mais ils ne nous donnent pas les moyens non plus. Puis le CSSC a de la misère aussi, mais il ne faut pas en même temps couper ce qui est là. J'essaie de traduire, tu peux repenser pour moi. Il y a d'autres problèmes. Mais non, c'est très clair, mais pour moi, j'essaie de la traduire pour moi, si je la comprends bien, pour te voir. Il y a une réalité. C'est, oui, on a un aspect de dispensateur de services. Dans notre mandat de cette process, on donne des services. Mais par contre, on a aussi un rôle à travers, comme un acteur important dans un réseau, de pouvoir agir avec d'autres partenaires pour revendiquer, travailler avec les différents élus, les différents regroupements qu'on peut avoir pour essayer de mieux faire en sorte de répondre aux besoins. Je n'ai pas la prétention, à travers cette démarche-là, qu'on va réussir à tout faire puis à créer. Mais s'il y a une chose qu'on peut faire ensemble, c'est bien d'identifier les besoins puis qu'on soit ensemble des bons porte-parole pour les besoins de notre population. Il y a des choses, des réalités que c'est peut-être vrai que c'est plus facile pour le C3S de présenter des choses puis d'avoir cette écoute-là, de pouvoir aller voir des élus, de pouvoir travailler puis de faire des projets. Mais c'est aussi vrai de les faire de façon concertée avec les partenaires pour bien représenter ensemble les besoins. Moi, je pense que dans les priorités, quand on va essayer de regarder et de classer toutes ces priorités-là qu'on a recueillies depuis les 2 dernières semaines, on en a, c'est dans l'ajustement de service. Ça va être des enjeux et des priorités d'ajustement. Exemple, on avait des choses qu'on avait avant, puis qu'on n'a plus, bien, comment on peut créer ces corridors-là? Il y a de l'ajustement autour de besoins. Il y en a qui vont nous demander un peu plus de dire, si on avait focusé dans des investissements, comment on pourrait faire pour améliorer encore plus l'état de santé et le bien-être, il y a des clientèles particulières, il y a des besoins particuliers. Il y en a d'autres qui vont aussi être de nature de développement, qu'il faut réussir à se mobiliser ensemble pour du développement. Il y a aussi des besoins qu'on va dire, votre rôle de C3S va être aussi peut-être un acteur, un petit peu pour concerter un petit peu plus de dialogue avec les différentes instances sur le territoire. Chose certaine, on va les regarder aussi dans l'aspect de l'impact sur l'amélioration de la santé et du bien-être de la population à travers notre mission. Chose certaine aussi, dans la coordination d'un réseau local, il y a un rôle que le C3S peut jouer comme un acteur à travers tout ça, comme un acteur important. Mais il ne faut pas oublier, dans la création du C3S, on a donné une fonction de coordination, mais on n'a pas donné beaucoup de moyens pour assurer cette coordination, à part que quelques lieux à travers comme ça doit d'essayer de coordonner. Mais je pense que cette volonté d'une démarche de planification stratégique, c'est de réussir à bien soutenir. Il y a aussi un positionnement face aux organismes. Il faut au moins éviter de dédoubler des choses. Si c'est nous ou c'est nous qui le font, il faut éviter de dédoubler des choses. Il va falloir peut-être voir différemment notre offre de service dans certaines sphères. Il y a des priorités qu'on peut faire ensemble. Il faut respecter les missions de l'art. Aussi les organismes communautaires, aussi importants. Puis si on met aussi en transiger aussi dans des ententes de service, à quel niveau? Je suis d'accord avec tout ça. Je suis d'accord qu'il se vit des coupures. Je suis d'accord avec... Mais comment on va faire pour répondre aux citoyens qui a la problématique plus grave, si je peux dire, de vivre avec le peu de moyens qu'il y a dans des logements. Il y a toute l'histoire, les logements, l'alimentation, tout ça. J'essaie juste de voir le citoyen qui va demander de l'aide dans les organismes, surtout maintenant, puis qu'on essaye avec le CSSS d'avoir un service direct à ça. C'est juste de voir dans le défi comment on va le faire. Un exemple qui nous a été amené, puis tantôt vous l'avez soulevé un petit peu, de dire, faut-tu, comme C3S, faciliter
que les gens aient leur carte d'assurance maladie, leur carte d'assurance. Parce que ça, c'est des problèmes importants qu'on a autour de nos clients. On a à développer des choses qui seraient facilitantes. C'est pas des miracles autour de certaines choses, mais ça fait des miracles. Quand tu n'as pas d'adresse pour ton chèque, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Il y a des façons de travailler sur des choses. Il y a des besoins qui sont beaucoup plus grands. Il va falloir des concertations beaucoup plus grandes. Juste la sécurité alimentaire, quand on a 30% d'augmentation à ce niveau-là du coût de l'alimentation, je veux dire, c'est un défi de taille quand on voit des nouveaux logements, mais qu'il n'y a pas d'accessibilité pour des logements un petit peu plus abordables pour des gens. Bien, je pense comme acteur, comme C3S, on peut faire des revendications autour des villes, de dire quand vous donnez des permis de construction, ça ne vous tente pas de mettre ça en tête un petit peu, puis les services sociaux dans l'institution avec vous, pour pouvoir dire qu'il y a un équilibre aussi sur ce territoire-là, qu'il faut qu'il soit maintenu. Puis je pense qu'avant de donner des permis de construction, on pourrait apporter un éclairage à ce niveau-là. Parce qu'on prendrait un éclairage de dire qu'il y a un équilibre en matière de ces perspectives-là citoyennes sur le territoire, sur ce que vous présentez au quotidien. C'est un exemple qui peut être présent à travers ça. Comment ça peut jouer? Mais moi, je pense que c'est aussi dans un rapport aussi, de dire comment on conserve les actions. Je ne sais pas si ça répond à votre question, ça peut me dire, il y avait un monsieur ici, madame du comité de logement, et monsieur de la CDC. Ça rajoute madame de la CDC. OK, monsieur, puis Monsieur Lachapelle. Monsieur Lachapelle. Par où je commence, ce n'est pas une intervention facile, à vue très constructive. Je vais vous présenter la réflexion que nous avons par rapport à certains enjeux. Puis la thématique là que je vais prendre, c'est trois thèmes: le développement des communautés, les citoyens partenaires et comment interpelle-t-on la population. Donc c'est des questions que tout le monde se pose. La HLM, ça existe depuis presque 25 ans. On a à peu près 87 ensembles immobiliers. On a fait toutes sortes d'expérimentations sociales. À un moment donné, on discutait à notre conseil d'administration, puis c'était un laboratoire, puis les choses. Il y a plein de partenaires, mais c'est plein de choses à la géométrie derrière. Comment je pourrais dire? Un postulat, je pourrais dire, des éléments de la réflexion, c'est le regard qu'on porte sur les individus avec lesquels on transite, je comprends, va conditionner beaucoup leur comportement. Pas tout le temps. Puis là, c'est plein de nuances. Je vais y aller. Comment qu'on interpelle? Puis là, c'est pas juste le C3S, c'est toutes nous autres qui interpellent. On regarde-tu le citoyen ou l'individu comme un bénéficiaire? À un moment donné, c'était comme un client, comme un acteur. On s'est posé ces questions-là. La façon qu'on interpelle, ça conditionne les choses. On parle de service, on est tout le monde dans le service, au bout. En interpellant les clientèles, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de service, ça serait complètement dénaturé, besoin. On place l'individu comme un consommateur. Un consommateur de service qui en a besoin, là, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin, mais on est tous frappés là-dedans. Un consommateur, puis je sais que je laisse, un consommateur qui a toujours des besoins. On ne construit pas une communauté, on construit un marché. C'est clairement ça. Et face aux défis importants, puis on le sait, je n'ai pas de solution, je fais juste soulever l'enjeu qui nous touche tout le monde, c'est les clientèles s'alourdissent, tout le monde le dit. La pauvreté, bon, les conditions économiques, on peut avoir des discours et des lectures économiques là, du capitalisme. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est là, puis je t'envoie de solutions, mais là je pose, la façon qu'on pose le problème, c'est plus important les questions qu'on pose que les réponses souvent qu'on apporte. La façon qu'on apporte les situations, puis je sais, on est en service, puis il y a plein de choses, on pourrait mieux travailler ensemble, je ne remets pas ça en question. Mais c'est clair qu'en interpellant tout le monde de la population, comme les clients, on souffre collectivement. Puis vous êtes pognés, on est pognés dans tous les financements, on râle. J'ai pas de solution. La seule chose, c'est peut-on innover, peut-on se donner des aires de pratique
différentes pour dire aux gens, écoutez, oui, puis je pense à des démarches dans le tiers-monde, il n'y en a pas un État comme ça, puis les gens en arrachent, mais il y a des solutions qui viennent en disant, là, on interpelle les gens, puis je t'entendais dans notre bon fond judéo-chrétien, en ce cas. Les gens sont dans le trouble, sont dans la merde, on se fait appeler, comment qu'on les aide? On est tous là-dedans, là. Mais dans le rapport qu'on établit, le rapport politique, le rapport de gestion, puis on l'a défini. Moi, je suis un très grand malaise parce qu'on a transposé des concepts de management qui sont portés en quête aussi. C'est une business 170 millions, vous avez je ne sais pas combien d'employés. On est pogné là-dedans, mais comment on fait pour aller plus loin? Il y a des choses, je soulève le questionnement, je pense qu'on doit réfléchir à ça, puis qu'en termes d'orientation, puis on doit interpeller le plus haut niveau de l'État, puis vous aussi, on va se retrouver dans 5 ans, puis dans 10 ans, on le sait, avec les mêmes questions, parce que les gens, puis c'est pas facile de ce que je dis de faire, puis il n'y a pas de solution, puis je dis pas, toi tu donnes des services, puis c'est pas correct que je suis pas là-dedans. Mais il faut se questionner, on est dans la réflexion, ce que vous faites, puis il faut le dire aux gens, on peut-tu essayer d'interpeller les gens autrement, mais avec tout l'appareillage de subventions, de partenariats, puis qu'on amène, on est un peu biaisé. Mais si on continue là-dedans, on va se retrouver, c'est un puissant fond. C'est clairement cette chose-là que je ne dis pas qu'il n'y a pas de besoin. Dans les pratiques maintenant des éléments de solution, il y a plein de choses, mais peut-on faire des expériences d'innovation? Peut-on transférer des bonnes pratiques? Si dans l'RCOS, ils n'ont pas de fascinant, est-ce qu'on peut essayer, puis ça c'est le rôle des organisateurs communautaires, de dire, on peut-tu faire du réseautage, puis essayer de faire, puis est-ce qu'on peut essayer de trouver des façons, puis bon, le rôle de l'État est incontournable aussi, je ne remets pas ça en question, puis je sais pas, mais on peut-tu trouver des façons de jouer autrement, puis de se laisser un certain espace, puis de dire à l'agence, puis au ministère, avec tous nos réseaux, on a un problème. Donc, je vais essayer d'être le plus mais ça me fait dire, puis quand on parlait de construction de communauté ou de développement de communauté, on parle du citoyen partenaire. On n'a pas entendu une fois là, cette chose-là. Là. On est dans notre discours, là, dans notre élaboration intellectuelle, il y a une contradiction. Puis comment on interpelle? Tu sais, on vous a dit, tantôt je vous écoutais, vous avez une responsabilité de 178 000 personnes. Nous autres, on a, je ne sais pas, 3000 résidents de logement. On est responsable de ça, de notre équipe. Personnellement, quand ça dérape, quand il y a des punaises, quand il y a des, comment on dit ça, des compensations en santé mentale, on est pogné, puis là, on crie au secours tout le monde. Mais au-delà de ça, comment on pourrait travailler de façon plus intelligente, plus égalitaire? La première intervention que tu as parlé dans le rapport politique aussi, c'est quelque chose, comment on pourrait travailler? C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes rapports, le même niveau, la même staff, puis c'est correct, ça, il faut reconnaître les différences, mais je pense qu'on a beaucoup à s'apporter. Donc, c'est ça, puis j'attends. OK. Donc, dans ce langage-là, qui nous écrit souvent, le langage nous écrit souvent dans la façon de voir les choses, c'est un petit peu ça que vous nous dites, dans l'élaboration citoyen partenaire, comment on fait vivre ça à travers une réalité qu'on a à donner des soins, des services, puis à différents niveaux. Comment on le fait, puis à travers aussi là-dedans. Mais par contre, la façon d'aborder est une façon aussi de vous emmener plus loin. Peut-être un peu plus constructif, puis innover aussi. Puis il y a plus d'innovation, on verra, mais il y a des choses peut-être qui sont exportables d'un territoire à l'autre. Un C3S comme priorité pour essayer peut-être de faire circuler ces perspectives un peu plus porteuses dans un secteur pour l'emmener dans un autre secteur. C'est un petit peu à l'intérieur de ça, mais une chose importante, comment on innove, comment on interprète, comment on conçoit dès le départ ce rôle du citoyen-là. Parce que, mon canaliste, il y a des univers où on parle dans la gestion de la économique. Je fais un lien avec la notion de patient partenaire, qui est une dimension bien différente du citoyen partenaire, parce que là, on est rendu dans un nombre de services, dans cette dispensation, puis de son rôle à l'intérieur. Et comment on aborde. OK? Donc, il y avait Mme Gagné. Excusez, c'est lui qui va tenir le temps, parce qu'il y avait deux personnes ici. Il y avait CDC. Madame le comité logement. Ah oui, il y avait pas. Je peux donner la parole à la CDC. CDC. Qui a parlé encore, bon, Denis, oui, allez-y, M. Leclerc. Je vais essayer d'être assez succinct, mais en fait, dans un premier temps, je reçois positivement le désir de maintenir et de développer des liens avec la communauté.
Donc, ce désir-là, cette motivation-là qui semble être présente quand même quand on voit les gens du C3S, on le retrouve positif. D'autant plus qu'il semble y avoir une préoccupation, puis je dirais que c'est aussi une de nos préoccupations, que ça s'applique dans l'ensemble des services et départements de direction du C3S. On va sentir que ce n'est pas juste les OC qui portent le lien avec la communauté ou les organismes communautaires ou le milieu. Donc ça, c'est un premier élément important, c'est qu'on espère que ça se répande dans l'ensemble du C3S. Afin de faciliter en effet l'accès à d'autres ressources que les OC, on se rend compte que souvent c'est assez difficile d'avoir accès à d'autres ressources que les OC. Sur le concept de développement des communautés, je dirais développement des quartiers. Évidemment, on est une table de quartier quand on va prôner notre paroisse au niveau des quartiers, mais en même temps, les réalités sont différentes et il y a des réalités qui sont semblables aussi. Et je prétends en fait développer plusieurs histoires qui est notre préoccupation, c'est de ne pas se retrouver avec des OC qui travaillent sur des thématiques sectorielles sur l'ensemble des 3 quartiers, mais se retrouver avec des OC qui développent une compréhension de la communauté locale, c'est-à-dire le quartier. Ça, pour nous, c'est assez important. On comprend très bien qu'il y ait des préoccupations de faire circuler des façons de faire différentes dans les quartiers qui permettent de planifier les interventions, mais on n'aurait pas le goût de se retrouver avec des spécialistes sectoriels qui ont peut-être pas les antennes au niveau des quartiers que les OC ont actuellement. Donc ça, pour nous, c'est une grande préoccupation. Dans le rôle que les OC jouent, du moins dans Rosemont, ça va très bien. C'est pas qu'on se considère chanceux, qu'on est privilégié, mais le lien avec les OC d'appui, d'accompagnement dans les différentes concertations, dans les différents projets, dans les différentes démarches de participation citoyenne, comme ici de Rosemont ensemble, le forum social, c'est très constructif, très positif. Je vais l'amener sur le désir d'avoir une politique de développement des communautés. Je lance une suggestion, ça serait peut-être le fun de l'appeler une politique d'appui au développement des communautés, plus qu'une politique de développement des communautés, d'une part, et d'autre part, que cette politique-là soit élaborée, évidemment, en collaboration avec les partenaires et la communauté. Je peux comprendre que ça peut répondre à un besoin interne que vous avez, mais j'ai l'impression que les partenaires du milieu, on aimerait y associer, et du moins, on a notre contribution. Merci. Donc, enjeu de préoccupation que notre organisation communautaire demeure en lien avec les réalités de quartier, présent à ce niveau-là, préoccupation, suggestion politique d'appui au développement des communautés, puis d'être associés, puis vous offrir votre aide. Donc, fort. Merci. Il y avait oui, bon, je reviens sur quelque chose quand même qui a été nommé à quelques reprises au niveau de la communication avec les autres secteurs du C3S, entre autres, ce qu'on appelle l'accès, l'accueil psychosocial. C'est comme la première ligne, hein, les citoyens qui entrent ici au CLSC, pour avoir de l'information générale. Les citoyens qui ont un problème, donc, qui arrivent à l'accueil psychosocial. Et là, donc, dans ma compréhension, les gens, les employés qui sont là à l'accueil psychosocial doivent avoir une certaine connaissance des ressources du quartier parce qu'ils font la référence aux ressources. Et là, moi, j'aimerais savoir comment on pourrait précisément là, faciliter donc, les informations qui sont données à ce niveau-là, que le plus possible correspondent à la mission des organismes, donc pour envoyer les citoyens qui sont déjà dans la difficulté au bon groupe, à la bonne place, et puis pouvoir mieux répondre aux besoins. Fait que ça, qu'il y ait des mécanismes qui se mettent en place pour que la bonne information soit donnée là, par la qualité. Dans votre préoccupation, ça a ressorti aussi à différentes consultations. Cette nécessité-là de faire connaître les services, mais aussi de bien connaître nos partenaires, puis comment on fait pour que les gens aient la bonne information pour la donner, puis comment on fait aussi des lieux de rencontre à ce niveau-là pour que ça soit un petit peu plus présent, pour que les gens puissent bien saisir aussi vers qui ils réfèrent. C'était une préoccupation qui a été aussi amenée à ce niveau-là. Donc, un deuxième petit point, c'est est-ce
que là, les problématiques qu'on identifie, évidemment, la grande problématique des engagements de l'État et de la privatisation des services publics. Ça a été nommé aussi de différentes façons. Pour plusieurs des groupes, ben, on s'oppose à ça. Là, est-ce que au niveau du C3S, est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas de désengagement de l'État? Moi, je vais répondre comme directeur général. On fait la promotion du système de santé et de services sociaux publics et l'engagement qu'il demande. C'est pas à nous en faire la promotion de cette perspective-là, privé-public versus, mais on est aussi dans l'univers à composer à ce niveau-là, puis il faut y aller avec prudence à tout ça. Et je peux vous assurer notre appui comme C3S à travers ces perspectives-là de l'engagement autour du public et des services publics à ce niveau-là. Moi, je pense que je me sens bien à l'aise de répondre à ce niveau. Il y avait Madame à côté, sécurité alimentaire. Je pense dans l'intervention. C'est pas mal ça, sécurité alimentaire. Je crois qu'il y en a d'autres aussi. Je vais l'illustrer par l'enjeu de la sécurité alimentaire. Je pourrais aussi l'illustrer avec le logement social, avec l'interculturel, avec d'autres enjeux aussi. Mais c'est comme ça en tout cas que je le vis, qu'on le vit dans Rosemont. Si on prend un enjeu comme la sécurité alimentaire, on parle du développement des communautés, ben, c'est parce que c'est pas. En fait, pour y parvenir, ça prend une part active d'un peu tout le monde. Je parle donc d'un rapport multi-réseau. Je regarde par exemple en sécurité alimentaire, attends, là, la commission scolaire est là, le CLSC est là. Tu sais, je parle de cette notion-là de parvenir à mobiliser tous les différents réseaux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense notamment avec le CLSC qui travaille très fort en sécurité alimentaire. Ça lui permet de ramener des informations à l'interne, des ressources à l'interne du CLSC, avec les travailleurs sociaux, avec ceux qui travaillent dans les services de première ligne, qui reçoivent un appel, salut, j'ai faim, où je peux aller? Ah! Tu sais, on parle vraiment de faire descendre donc de l'information, de la faire remonter, pas descendre, remonter, en fait c'est tout à latéral, mais cette préoccupation-là d'assurer la circulation des informations, de pouvoir collectivement lever le drapeau rouge quand il y en a un, soit dans un secteur géographique ou économique. Mais en fait, c'était pour faire du coup sur ce qui avait été nommé, qui est l'enjeu un développement des communautés, vraiment pour les organisateurs communautaires, d'être en mesure de ramener les enjeux au sein des différents services internes et directions internes du CLSC. OK. Donc, Madame Gagné. Ah oui. En fait, ça va juste deux points. Hein. J'adore ton point parce que moi j'allais parler de ça. Puis en fait, je voulais juste approfondir sur le fait que quand même, quand on va parler de l'implication des citoyennes, c'est essentiel de tenir en compte de créer de façon innovatrice de rejoindre des citoyens qui sont plus vulnérables. Parce que normalement, quand on demande la participation citoyenne, on va avoir des personnes nanties qui vont facilement se mobiliser. Donc, vraiment, il faut leur donner les moyens, un service de garde, la bouffe, vulgariser les affaires pour faire en sorte que les autres qui vont venir se retrouver. C'est vraiment pas facile, je vous encourage à le faire, mais de vraiment tenir en compte qu'il faut encadrer ça pour faciliter la présence de ces personnes-là dans un cadre de mixité sociale, parce que comment ils se font déplacer aussi, puis on arrive à avoir un point de vue qui n'est pas nécessairement le point de vue des personnes les plus vulnérables ou de la population en général. Puis l'autre chose, quand même, je pense que les C3S devraient continuer à reconnaître l'expertise des communautés, vraiment de la collectivité, dans certaines enveloppes qui est faite jusqu'à maintenant, mais ça devrait être maintenu. Quand on parle du CIP, des enveloppes de la DST, etc., il y a toute une expertise qui est derrière ça, qui fait en sorte que ça marche bien, puis ça reconnaît le
les acquis de la communauté, puis avec les SOC, ça marche super bien, donc de continuer à maintenir ça. Donc, pour une place de cette église, des activités, entre autres, tous les éléments du ce qu'on va faire. OK? Donc, il y avait Madame de Résultat. Ça va possible de revenir à la présentation qu'il y avait de la définition du développement des communautés. À la base, on disait participation citoyenne, empowerment, etc. Parce que moi, je me questionne si on est en train de se créer un autre palier de concertation. Puis, on travaille déjà fort dans le milieu à se concerter, à répondre à tous ces besoins-là, en fait. Souvent, on dit en participation citoyenne dans nos groupes, et les gens participent, on fait de l'empowerment des gens, parce que l'objectif, c'est justement que les gens se prennent en charge, on le fait déjà. Les actions intersectorielles de plus en plus dans chaque Maisonneuve, le fait de prendre une relation ensemble, c'est ça qu'on fait aussi. Les acteurs ont travaillé ensemble, donc on le fait déjà. Réduction des inégalités sociales, mais tous les organismes qui travaillent en défense de droits, qui aident dans la sécurité alimentaire. Je pense que ce qui est important pour le CLSC, c'est de s'assurer de voir dans chacun des quartiers, est-ce qu'il manque au niveau des services selon les besoins, de voir est-ce qu'il manque des organismes, est-ce qu'on va travailler à les développer. Pas d'exemple en fait comme tel, mais on peut en avoir des manques dans chacun Maisonneuve, dans Rosemont, dans certains secteurs. Puis à ce moment-là, de mobiliser la communauté pour travailler ensemble à s'assurer que tous les aspects de la sécurité des personnes vont être assurés. Donc, vous appuyez qu'on soit non pas une politique de développement, mais une politique d'appui. Oui, continuer de à développement, d'appui. Donc, vous appuyez ce lien-là à ce niveau-là. OK. Moi, il y a, dans les valeurs, il y a les valeurs de la cohérence. Je trouve qu'il y a un enjeu de cohérence dans la communauté en général. La cohérence est dure à établir entre nous dans la concertation. Mais il y a aussi des fois ce que j'appelle des perturbations extérieures. On pourrait aussi appeler des opportunités. Je regarde à soir, la ville n'est pas là. L'arrondissement n'est pas là. Les autres, des fois, ils peuvent être un côté perturbateur, ou sinon nous offrir une opportunité de développement. Donc, il y a une cohérence de ces trois-là, ça devrait établir cette entité-là. Il devrait faire aussi le même travail avec la DSP, qui avec Québec en forme, avec Aménagement, etc., qui à l'occasion peut être d'une cohérence extraordinaire, mais aussi nous emmener dans des incohérences extraordinaires. Dans le fond, c'est nous qui assumons les choses. Et souvent, c'est les organisateurs communautaires qui nous aident à développer la cohérence à travers tout ça. Donc, savoir un peu qui mène le jeu au niveau local. C'est lorsque la DSP intervient avec des programmes particuliers. Des fois, c'est difficile de comprendre la cohérence qu'on peut établir avec tout ce programme-là. Alors que ça ne tient pas compte dans le fond des unités locales. Quel rôle le C3A pourrait faire pour influencer la DSP et d'autres joueurs, eux autres qui respectent dans les unités locales? Ça, c'est un enjeu important de position politique au C3A. C'est avec les bailleurs de fonds comme ça, mais aussi c'est avec les arrondissements. On a parlé tantôt du cadre de bâti. Le plan d'urbanisme s'en vient en 2013, donc c'est là que tout va se discuter. Donc, la cohérence est faite. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à ce moment-ci? Les gens derrière aussi. C'est pas tout le travail qu'ils vont avoir à faire. OK. Nos préoccupations. Donc, les enjeux. Donc, on pense à des étapes importantes aussi, si on a à se positionner actuellement. On a dit plein de choses qui s'est dit. Donc, si on avait à prioriser un petit peu ce qu'on vient de dire, puis
quelle priorité qu'on devrait avoir, ou bien se dégager peut-être un rôle un petit peu plus politique à travers avec des acteurs pour maintenir cette cohérence-là, puis qu'il y a une attente à ce niveau-là. Il y a eu des éléments d'avancée autour de dire c'est plutôt une politique d'appui et non pas une politique du développement des communautés qui s'inscrit beaucoup plus dans cette réalité-là qui est présente. On a parlé aussi de dire on a à rendre accessible beaucoup d'éléments, de créer ces corridors-là. On a dit aussi que la façon qu'on aborde traite beaucoup l'orientation et la perspective. Donc, si on parle du citoyen partenaire, comment on l'amène dans cette réalité où on a composé l'éventualité parfois curative, préventive, maintenir tous ces liens de prévention-là, aussi à travers, parce que ça aussi, c'est la perspective qui assure aussi et qui assure l'avenir. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui ont été vus. Je suis sûr que j'ai escamoté différents éléments que vous avez dit. Mais ce que je décode à travers ça, c'est que il y a un positionnement que vous avez des attentes particulières à travers le C3S. Si vous aviez vous aider à prioriser, on commence comment? Parce qu'on dit qu'on fait de l'application stratégique 2012-2017. Comment on... Allez-y à la magie. L'implication centrale des organisateurs communautaires. C'est qu'on entend ce soir. C'est important de les maintenir, qu'ils soient là, qu'ils soient en appui. Et bidirectionnel, que j'entendrais. Et bidirectionnel, de la même façon comme j'ai commencé mon ouverture. Aussi, puis Denis l'a bien dit par la suite, et d'autres aussi, c'est de voir votre position aussi par rapport à ça. C'est une implication importante de l'organisateur communautaire qui en connaît beaucoup. Puis dans Rosemont, je ne sais pas, je ne vais pas parler pour les autres, ils sont extraordinaires. Ils sont présents. Extraordinaire. Là, partout. Je vous rassure, ils sont extraordinaires partout. C'est ça. Bon, ils nous aiment, c'est ça, mais ils ne viennent pas nous dire à table, on va vous dire quoi faire. Vous comprenez? Alors, c'est dans ce sens-là, quand on dit appui, quand on dit, ben, c'est la même chose pour ce qui est en train de se faire, le développement des communautés, c'est qu'on le fait ensemble. Vous êtes en appui, et puis on est des partenaires, je ne sais pas, mais c'est le fun de le voir comme ça. Moi, je trouve que c'est les deux grands éléments. Et j'ajoute quelque chose, tantôt comme vous avez parlé, on ne parle pas de citoyens. Je voudrais vous dire, parce que, tu sais, il y a un bel article ici sur le développement des communautés, puis la santé publique, qui est écrit par Beau et Favreau, de Solidité, qui racontait que l'action communautaire autonome, c'est l'implication citoyenne. Pense à Martine avec son groupe de comité logement. Pensons à d'autres. C'est ça, c'est l'implication citoyenne. On en est aussi. On aide les gens, mais on est de l'éducation citoyenne. On a l'Assemblée générale qui est présente, des membres, et puis c'est ça. Juste ça. OK. Vous avez priorisation sur les idées à l'intérieur de tout ça? Donc, faire attention. C3S n'arrive pas avec ses grosses bottines, de faire attention, c'est un partenaire qui peut être influent à certains égards puis jouer un rôle important, mais de le faire de concertation, bien utiliser l'organisation communautaire parce que c'est ce lien-là qui aide à développer. Il va falloir aussi penser à des secteurs qui sont peut-être moins favorisés ou développés. Si je pense au territoire entre Olivier et Guimond, entre autres, il y a des éléments comme C3S, il faudra penser comment on soutient, comment on aide un milieu à se développer à travers toute cette réalité-là, puis d'assumer une fonction à l'intérieur de ça. Sans faire du mur à mur dans les trois, c'est aussi, mais je pense à Yann qui disait que quand on voit qu'il y a une problématique, quelque chose qui n'est pas répondu, l'organisateur communautaire a une belle mission, en fait. Puis, il y a une mission bidirectionnelle de pas que ça s'en tienne juste autour de l'organisation communautaire, mais que l'ensemble de l'œuvre de service du C3S puisse assumer des fonctions à des temps opportuns, des moments opportuns dans des éléments qui sont favorables à ces liens de collaboration-là, mais qui nous amènent aussi une meilleure réponse et assurer un temps de réponse plus rapide. Donc, les candidats, c'est rapide qui permettent d'avoir ça, c'est un élément qui a été dit. Si j'essaie juste de s'inviter. Il y en a peut-être un nom, je ne sais pas s'il est sorti, mais ça, je l'ai entendu un petit peu, c'est pas trop par rapport, on va dire, avec la DSP, avec, pour certaines politiques
peut-être, tu sais, peut-être de dire, oh, peut-être que celle-là, c'est du downsizing, vous descendez, du top down, je veux dire. Des fois, ça descendrait, puis c'est peut-être pas ça. C'est peut-être quelque chose à monter, de dire, on peut-tu le réétudier ça? Je pense qu'il y a un rôle à faire. C'est ça avec la croissance. OK. Ça va? Oui, Michel. Dans pouvoir casser du partenariat, on débute par une concertation, mais un truc facile, dans le fond, c'est que tous les protocoles de référence sont déjà existants. Je m'en souviens, on avait écrit un il y a longtemps sur la santé mentale, puis il fallait le diffuser, ça se jamais fait. Mais au moins là, on sait comment établir un partenariat avec un milieu de ces 3 F, avec le centre de crise, etc. Mais ce document-là, c'est perdu à travers les méandres de l'histoire, mais il y en a d'autres aussi. Simplement ça, pour les autres communautaires, savoir qui applique pour tel problème, ça serait très, très aidant pour nous. Fait que ça ressortit beaucoup ces éléments-là aussi autour, comme étant une priorité, parce que c'est facilitant aussi, et très important. OK? Peut-être dans les enjeux, il y a un enjeu de circulation de l'information et de communication. Il n'est pas simple. Chacune de nos structures, que ce soit dans le temps de quartier, le C3S, on essaie de diffuser de l'info, etc. Ça pourrait être opportun de demander s'asseoir pour faire un peu plus d'arrimage. Ne serait-ce que convenir qu'on passe par des tables de quartier pour faire des consultations, qu'on puisse, on puisse diffuser aussi l'information comme le C3S. Question de faciliter ça. C'est évidemment pas facile de cette façon. Pas là-dedans nécessairement. Comment on communique, c'est quoi les mécanismes de communication qu'on peut... Dans un premier temps, quand on dit on commence par quoi, là, moi je serais porté à dire commencer par assurer les milieux, que le développement des communautés c'est important, puis qu'il n'y aura pas de coupure. D'avoir un positionnement aussi pour dire que c'est pas juste du métier, mais vous voulez développer les communautés. Ce mot-là, il y a à être circulé davantage. Puis ensuite, évidemment, je pense qu'il y a une étape importante, c'est l'étape politique d'appui. Parce que c'est ça qui va pouvoir les travailler à l'intérieur. J'imagine davantage. Intéressant. OK. Merci. Autre élément, en termes de contenu, je pense que la chance qu'on a dans les 3 territoires, c'est qu'il y a des forums sociaux qui sont faits depuis 2 ans. Quand on parle d'enjeux, je dirais, regarde, il faut que les C3S appuient ce qui est ressorti de ces 3 forums sociaux-là. Et aussi, ce qui va émerger au fur et à mesure, il faut avoir une flexibilité dans les formes d'intervention qu'il faut avoir. Merci. L'observatoire populationnel qui était déjà mis en place, je ne sais pas si, parce que Gilles Bourgeois est parti, ça continue. Oui, la personne commence de même année. Elle n'a pas vu la somme de matériel, elle commence de même année. C'est intéressant, ce qui peut être exclusif, peut-être qu'on peut faire des demandes aussi particulières. Je ne sais pas son nom. Effectivement, dans la présentation, quand on a abordé cette partie-là aussi, l'observatoire pourra être utile à un milieu à travers tout ça. Donc, il y a une priorisation. Si je peux préciser, une des premières choses que Stéphanie, qu'elle s'appelle, si vous savez un email de Stéphanie de chez 3S, j'oublie son nom de famille. Béliveau, merci. Une des premières choses qu'elle va faire, c'est tant à l'interne, auprès des différentes directions, qu'auprès des tables de quartier ou l'ensemble des partenaires, mais surtout les tables de quartier dans un premier temps, poser la question sur quels seraient les besoins par rapport à l'observatoire populationnel, qu'est-ce qu'on aurait à documenter. Déjà, on a quelques pistes, c'est-à-dire un portrait de quartier, des portraits de quartier dans lesquels vous pourriez piger, plutôt que d'avoir 26 levels différentes. C'est une piste qu'on essaie qu'on va creuser, mais c'est un des premiers mandats qu'elle fera, j'imagine, la semaine prochaine. Puis, il est important de dire, il y a beaucoup de données de santé publique, et comment on les traduit pour des données qui sont plus parlantes pour vous à travers tout ça. OK? Donc, l'observatoire. Donc, priorité C3S, donc d'assumer beaucoup d'éléments qui ont sorti à ce soir. Dans les suites à donner, à travers tout ça, on a abordé. Le 13 novembre prochain, il va y avoir l'adoption par le Conseil d'administration de la planification stratégique, mais avec le plan de mise en œuvre, il y a beaucoup d'éléments que ça va être dans l'élaboration de décembre à avril dans un plan de mise en œuvre. Dans des éléments qui vont avoir important
dans un premier temps, dans le plan de mise en œuvre, c'est de faire aussi une corrélation avec les éléments qu'il y avait du projet clinique. Il faudra aussi dégager des éléments à travers tout ça, des priorités aussi pour voir comment on le fait. Il y avait l'adoption d'orientation stratégique, comment on fait découler les différentes priorités à travers tout ça. Donc, cette planification stratégique-là, qui va être adoptée le 13 novembre, va avoir un plan de mise en œuvre sommaire pour pouvoir développer le plan de mise en œuvre, parce que si vous comprenez la somme de plans à travers tout ce qu'on a pu recueillir, qui va avoir un plan de mise en œuvre beaucoup plus détaillé, qui va se faire, qui va être représenté dans cette perspective-là d'ici avril, parce que c'est quand même majeur comme débat, mais il va y avoir une première adoption avec le plan, la planification stratégique, le plan de mise en œuvre sommaire, qui va être beaucoup plus dans le détail de comment on va intégrer ce plan de mise en œuvre plus détaillé. Donc, c'est dans les suites à donner. Cette réalité-là va nous emmener, ce qu'on souhaite comme ces 3 ans, c'est de se positionner aussi pour, je dis toujours, on a eu beaucoup dans la création de ces 3 ans, ça va faire la structure. On a créé une grosse structure qui n'est pas toujours facile à lui donner l'agilité qui se doit. Puis souvent, dans ces créations de structures-là, les premiers moments, il y a des liens, des processus qui se perdent, puis tout ça. Donc, il y a un ajustement de notre service qu'on souhaite faire à travers cette démarche-là, de passer à un deuxième niveau. Il y a eu cette création de structure-là qui s'appelle C3N. Comment maintenant on fait vivre cette structure-là? Un élément important, vous avez dit, qui doit être composé, c'est cette réalité de quartier qui va être présente à l'intérieur. Donc, on parle d'une proximité de la population qui permet une meilleure connaissance des besoins et une capacité plus grande de s'ajuster. Donc, on veut aussi réduire des délais. Je pense que vous en avez parlé encore dans une perspective de réponse à des besoins. Il y a peut-être moyen de créer des corridors qui vont permettre de faciliter, de réduire des délais, puis de réussir aussi, parce qu'à travers d'autres consultations, les gens nous ont dit aussi, parfois, puis là, excusez-moi, dans les services qu'on donne, on a besoin aussi peut-être d'expertise autour de certaines personnes, de certains clients qu'on a, de certains qui présentent des dimensions avec lesquelles on n'est pas invité à composer, mais c'est là qu'on a besoin. C'est pas 3 mois d'attente, 6 mois d'attente pour ça. Donc, il y a créé quelque chose là, dans ce corridor-là aussi qui a été emmené. Donc, pour nous, c'est une démarche qu'on souhaite mobilisante à l'intérieur, parce que j'ai la prétention que si notre planification stratégique est porteuse de sens, ça va être aussi très mobilisant pour les ressources humaines de se reconnaître à l'intérieur, de reconnaître un groupe aussi, puis des actions posées avec le milieu. Donc ça aussi, ça va être très portant dans une partie de que les gens se reconnaissent. Aussi parce que dans les grandes transformations, dans les grandes pressions qu'on a, il y a des gens, du personnel en souffrance, il y a des gens qui ne se reconnaissent plus à l'intérieur de ces 3 ans. Il y en a d'autres qui voient des opportunités, mais en même temps, comment on peut donner un sens. C'est un petit peu ce qu'on souhaite à travers notre planification stratégique, puis se positionner aussi dans le milieu comme un acteur avec lesquels on propose ensemble, mais qui peut jouer un rôle aussi dans cet élément-là. Donc, je ne sais pas pour vous, à ce moment-ci, si vous avez des commentaires, est-ce que vous trouvez profitable la façon qu'on aborde les choses. Je vous laisse aller si vous avez des commentaires particuliers. En fait, j'ai une question. Est-ce que les acétates peuvent être disponibles de la rencontre de ce soir? Oui, je vais vous dire, je m'excuse, ça, j'aurais dû vous le dire tantôt, ces acétates-là, pour ceux qui ont laissé leur adresse courriel, on va vous les faire parvenir par courriel, et sur le site www.csslucidité.ca, à partir de demain, toutes les présentations seront disponibles en mode web, vous allez pouvoir aller consulter, et vous pouvez aller voir aussi toutes les consultations publiques qui sont là, et à la fin de la journée, celle-ci sera aussi sur le site de façon différée. On a voulu aussi pouvoir donner cet accès-là, puis pouvoir se garder cette archive-là aussi, qui va nous permettre aussi
de s'y référer dans notre réflexion quand on va faire notre plan de mise en œuvre. Question à ce moment-ci. Sinon, je tiens à vous remercier. Je vous remercie d'être venu jusqu'à échanger avec nous tout au long. Je remercie tout le monde parce qu'il y en a qui ont participé tout au long de la démarche. C'est assez impressionnant le nombre de personnes qui ont pu collaborer à cette démarche de planification stratégique. Il nous reste à assurer cette cohérence-là de l'intérieur puis de la qualité. Je vous remercie. Puis, bonne fête journée tout le monde. Merci.